Introduction à la guerre de Cent Ans. Bonjour et bienvenue dans cette exploration détaillée de la guerre de Cent Ans. Ce conflit majeur du Moyen-Âge oppose principalement deux puissances, la France et l'Angleterre. Pour comprendre les racines de cette guerre qui a duré plus d'un siècle, il est essentiel d'examiner le contexte historique de l'époque ainsi que les motifs profonds qui ont conduit à cette lutte prolongée entre ces deux royaumes. Tout commence avec les questions dynastiques et territoriales qui ont mis en jeu la légitimité et le pouvoir. Au début du XIVe siècle, la France était un royaume riche en terres et en ressources, gouverné par une dynastie capétienne solide. Cependant, la mort sans héritier direct du roi Charles le IV en 1328 a créé une crise de succession. Édouard le II d'Angleterre, petit-fils du roi Philippe le IV de France, revendiquait alors le trône français par sa filiation maternelle. Pourtant, la cour de France a rejeté cette prétention, s'appuyant sur une coutume interdisant la transmission du pouvoir par la lignée féminine, et a préféré soutenir Philippe de Valois, cousin du défunt roi. Cette décision a été à l'origine d'un conflit latent entre les deux pays. Si la question dynastique en elle-même était complexe, elle s'inscrivait dans un contexte de rivalité déjà forte. L'Angleterre détenait en effet des possessions importantes sur le sol français, notamment la Guyenne, qui était un territoire très riche en vins et en ressources agricoles. Le roi d'Angleterre se retrouvait donc à la fois vassal du roi de France pour ses terres et souverain indépendant de son propre royaume, situation doublement compliquée et source de tensions constantes. Outre les raisons dynastiques et territoriales, des enjeux économiques pesaient lourdement sur cette rivalité. Le commerce de la laine anglaise était fondamental pour l'industrie textile flamande, un secteur clé en Flandre et une région d'importance stratégique pour la France. Ainsi, les alliances et les conflits dans cette zone allaient avoir des répercussions directes sur la guerre à venir. Le contrôle des ports et des routes commerciales était devenu crucial pour chacune des deux monarchies qui cherchaient à étendre leur influence. Le Moyen-Âge n'était pas seulement une période de lutte pour le pouvoir politique, mais aussi une époque marquée par des changements dans les systèmes militaires. Les chevaliers traditionnels, armés de lourdes armures, dominaient le champ de bataille. Mais l'introduction progressive de l'arc long anglais a modifié les stratégies militaires. Cette arme permettait aux archers anglais de frapper à distance et de décimer les rangs des chevaliers français, apportant un nouvel avantage tactique à l'Angleterre dans plusieurs batailles clés. Parmi les principaux personnages de cette période, Édouard III d'Angleterre joue un rôle central. Il a parfaitement incarné le défi lancé à la France en revendiquant le trône français. Son règne fut marqué par une volonté de renforcer la puissance anglaise, tant sur le plan militaire que diplomatique, en nouant des alliances et en exploitant les divisions internes du royaume de France. Ce personnage marquant de la guerre instaure une dynamique complexe où la loyauté et la trahison se mêlent fréquemment. Du côté français, Philippe VI de Valois et les rois qui lui ont succédé ont dû gérer non seulement la menace économique et militaire anglaise, mais aussi les difficultés internes propres au royaume. La noblesse française restait divisée. Certains se ralliaient aux Anglais, d'autres cherchaient à défendre les intérêts du roi. Cette instabilité interne affaiblissait la France et compliquait la gestion de cette crise prolongée, rendant la guerre plus difficile à mener et plus destructrice. Il est également important d'évoquer le rôle des villes et des populations rurales dans ce conflit. Les habitants des régions frontalières, souvent prises entre deux feux, subissaient les conséquences des combats et des pillages. La guerre ne se limitait pas aux batailles rangées, mais englobait des sièges de villes, des raids et des périodes de famine. Ces conditions ont marqué profondément la société médiévale, renforçant un climat d'insécurité et d'incertitude autour du pouvoir et de la paix. Le déroulement de cette guerre illustre aussi l'évolution progressive des institutions européennes. Les parlements, les conseils du roi et les assemblées de nobles jouaient un rôle croissant dans la gestion des conflits.
Les rois, bien qu'ayant un pouvoir considérable, devinrent composer avec ces institutions, ce qui complexifiait leurs décisions et parfois retardait les actions militaires ou diplomatiques. Ce phénomène reflète la transition qui mène du Moyen Âge à une forme d'organisation politique plus moderne. Enfin, la guerre de Cent Ans est un exemple frappant de guerre médiévale prolongée où la durée elle-même devient un facteur décisif. La succession des règnes, les alliances changeantes et la persistance des affrontements ont donné naissance à une suite quasi continue de conflits, ponctués par des périodes de trêve, mais sans véritable résolution immédiate. Cette lenteur fut source de souffrances durables pour les populations et évolua vers des formes de conflictualité plus complexes que les simples batailles du début du Moyen Âge. Alors que cette introduction pose les bases solides pour comprendre la guerre de Cent Ans, le récit détaillé des événements et des figures majeures qui ont marqué cette période viendra dans les chapitres suivants, où seront explorées les batailles emblématiques, les conséquences sociales et politiques, ainsi que les transformations profondes engendrées par ce conflit. L'histoire se déploie ainsi avec précision pour offrir un point de vue complet et éclairant sur ce siècle d'affrontement entre la France et l'Angleterre. Les origines du conflit. Les causes profondes du conflit, connues sous le nom de la guerre de Cent Ans, résidant dans un réseau complexe d'enjeux politiques et dynastiques qui se sont déployés au fil du Moyen Âge. Le fondement de ces tensions se trouve principalement dans des revendications contradictoires au trône de France, nourries par des liens familiaux entremêlés et des rivalités territoriales anciennes. Dès la mort de Charles le Bel en 1328, dernier roi capétien direct, le vide dynastique laissa place à une instabilité majeure. Philippe de Valois, cousin du défunt roi, fut couronné roi, mais son élection fut contestée par Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe IV par sa mère, Isabelle de France. Cette ambiguïté sur le droit de succession fut un des éléments déclencheurs du conflit, exacerbant des querelles déjà latentes entre les deux royaumes. Au-delà des simples litiges successoraux, les territoires situés notamment dans le sud-ouest de la France jouèrent un rôle crucial dans l'escalade du conflit. La région de Guyenne, riche en ressources et stratégiquement importante, était détenue par la couronne anglaise depuis plusieurs siècles, mais restait officiellement reconnue comme un fief français. Ce dualisme de souveraineté sur une même terre alimentait un climat d'antagonisme permanent entre les deux puissances. La possession de ces terres apparut non seulement comme un enjeu de prestige, mais aussi comme un levier économique essentiel, amplifiant la volonté des rois de s'agrandir et d'affirmer leur autorité. Les alliances matrimoniales, fréquentes dans la noblesse européenne, jouèrent également un rôle majeur dans l'agitation politique qui précéda la guerre. Le mariage d'Édouard III avec Philippa de Hainaut renforça ses liens avec des principautés flamandes, souvent en opposition avec la France, tandis que les maisons capétiennes tissaient leur propre réseau de dépendance et d'alliances dans le royaume. Ces liens familiaux complexes engendrèrent des solidarités mouvantes, où les fidélités pouvaient basculer en fonction des intérêts politiques plus larges, rendant la situation encore plus instable. Par exemple, les tensions entre les comtes de Flandre et la monarchie française illustrèrent l'aspect fracturé de la société médiévale, entreravant souvent tout effort de paix durable. La dimension économique ne peut être séparée de ces enjeux politiques. Le commerce de la laine, vital pour les villes textiles flamandes, dépendait fortement des relations avec l'Angleterre, principal producteur. La France, en cherchant à affaiblir l'influence anglaise dans la région, menaça indirectement la prospérité économique de ces villes, qui se rapprochèrent alors de Londres. Ce jeu d'influence commerciale entre le nord et le sud de la Manche accentua la compétition entre les couronnes, introduisant un aspect économique à un conflit autrement dynastique. La rivalité ne se limitait donc pas aux symboles de la royauté. Elle touchait aussi la vie quotidienne des habitants et les échanges cruciaux pour la richesse des provinces. Le règne de Philippe VI
successeur direct de Philippe de Valois, signala l'intensification de cette rivalité. Son administration dut faire face à des contestations de plus en plus vives, notamment du fait d'Édouard III, qui revendiquait le trône français à travers sa mère. En 1336, Édouard déclara officiellement la guerre à la France, marquant le début d'un conflit prolongé. Cependant, il serait erroné de réduire cette déclaration de guerre à un simple acte unilatéral. Elle traduisait plutôt une longue période de tensions croissantes et d'incidents diplomatiques qui avaient mis à rude épreuve la fragile coexistence entre les deux royaumes. Les différends ne se cantonnaient pas aux questions de succession ou de territoire. La notion dommage féodal, centrale dans la société médiévale, créa une ambiguïté supplémentaire. Les rois d'Angleterre, en tant que ducs d'Aquitaine, étaient censés rendre hommage aux rois de France, ce qui entachait leur souveraineté. Or, Édouard III refusa à plusieurs reprises ce geste, refusant de légitimer implicitement la suzeraineté française sur ses terres. Ce refus symbolique eut des conséquences politiques lourdes, car il légitimait, aux yeux de certains, l'ouverture d'une guerre destinée à défendre l'indépendance anglaise sur le continent. À cette époque, les forces en présence étaient loin d'être homogènes. Les nobles français, souvent divisés entre partisans du roi et défenseurs d'intérêts locaux, influaient sur la dynamique interne. Certains se rapprochèrent d'Édouard, cherchant à tirer parti de la crise pour renforcer leur position ou gagner des terres. L'éclatement de la loyauté traduisait la fragmentation politique du royaume et la faiblesse relative du pouvoir royal face à ses grands seigneurs. C'est dans cette atmosphère tendue qu'émergèrent des figures historiques marquantes, dont le rôle allait devenir crucial au fil des décennies de guerre. Par ailleurs, le contexte international ne pouvait être ignoré. Le royaume de France n'était pas isolé dans ces conflits. Les alliances avec d'autres puissances européennes, comme le Saint-Empire romain germanique et les principautés italiennes, jouèrent un rôle significatif, apportant soutien et ressources dans un camp ou dans l'autre. Ce maillage diplomatique complexifia les enjeux, transformant ce qui aurait pu être un différend bilatéral en une lutte aux répercussions larges sur l'équilibre politique de l'Europe occidentale. Enfin, les tensions dans les siècles précédents semèrent les graines d'un conflit d'une ampleur exceptionnelle. La querelle entre les Plantagenets et les Capétiens s'inscrivait dans une longue tradition de rivalité territoriale et dynastique. La guerre de Cent Ans ne fut pas un conflit soudain, mais bien l'aboutissement d'une histoire chargée de démêlés politiques, économiques et sociaux. À mesure que se précisait la succession incertaine au trône, les protagonistes se préparèrent à l'affrontement, chacun surveillant l'autre avec méfiance, toujours prêts à saisir la moindre opportunité pour renforcer leur position. Ce contexte historique dense prépare le terrain pour la suite de notre récit, où nous explorerons comment ces causes profondes se traduisirent en batailles et stratégies concrètes. La complexité des relations franco-anglaises et les jeux d'alliance illustrent parfaitement comment un ensemble de facteurs variés peut converger vers une guerre longue et dévastatrice. Ce panorama initial nous invite à comprendre les forces cachées qui façonnèrent le début d'une des plus célèbres confrontations médiévales, le début des hostilités. Au commencement du conflit connu sous le nom de la guerre de Cent Ans, les tensions entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre étaient déjà profondément enracinées dans l'histoire politique et dynastique des deux nations. Ce long différend trouve son origine dans une succession complexe de revendications au trône français, particulièrement après la mort du roi Charles le IV en l'an 1328, qui laisse un vide laissé vacant sans héritier mâle, direct. Édouard, roi d'Angleterre et petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, revendique alors le trône de France, ce qui déclenche un conflit prolongé avec Philippe le VI, cousin du défunt roi, également prétendant légitime selon la loi salique. Les premières escarmouches militaires se produisent rapidement dans les provinces frontalières,
où la rivalité entre les nobles français et anglais se traduit par des batailles sporadiques. En 1337, Édouard lance officiellement sa campagne militaire, concentrant ses forces dans le duché de Guyenne, territoire anglais stratégique en Aquitaine. L'armée anglaise, tactiquement organisée autour de la cavalerie et des archers, cherche à exploiter la faiblesse des troupes françaises désorganisées après plusieurs années d'incertitude politique. Cette campagne initiale voit des affrontements marquants tels que la bataille de Sluys, une victoire navale anglaise décisive qui leur assure la domination des mers, facteur crucial pour la suite du conflit. La guerre, dès ses débuts, modifie profondément l'existence des populations locales. Les campagnes qui doivent initialement financer l'effort de guerre voient leurs ressources épuisées à un rythme accéléré. Les habitants des régions frontalières subissent les pillages, les levées d'hommes et les pressions fiscales. Cette situation installe un climat permanent d'insécurité, transformant les villages tranquilles en zones de passage pour les armées en quête de ravitaillement. Ces premières années de guerre instaurent ainsi un état de siège quasi continu pour de nombreuses communautés qui doivent s'adapter à cette nouvelle réalité de violence et d'incertitude tout en maintenant leur vie quotidienne. Le roi Philippe VI entreprend diverses tentatives pour renforcer la défense du royaume, notamment en réorganisant son armée et en cherchant à sécuriser les alliances avec d'autres puissances européennes comme le royaume de Castille. L'appui de certains seigneurs féodaux français est crucial, mais soulevant parfois des tensions internes dues à la question des loyautés. La complexité politique de la France se manifeste dans cette période où les féodalités locales oscillent entre soutien au roi central et bénéfices personnels, ce qui rend la coordination des forces militaires plus difficile. Malgré ces obstacles, Philippe parvient à mobiliser de grandes troupes pour affronter les incursions anglaises. Sur le plan militaire, les tactiques évoluent rapidement grâce à l'expérience accumulée. Les archers anglais utilisent massivement leurs longbows, instruments redoutables capables de perforer les armures lourdes des chevaliers français. Cette innovation tactique est l'une des clés des premiers succès anglais, notamment lors de la bataille de Crécy en 1366, où les forces du roi Édouard écrasent une armée française numériquement supérieure. Cette bataille marque un tournant dans la guerre, avec une démonstration éclatante des limites des modes de combat médiévaux traditionnels face aux nouvelles stratégies et technologies. Les conséquences de ces affrontements sont également visibles au niveau économique. Les régions touchées par les combats voient par leurs terres laissées à l'abandon, les récoltes souvent détruites volontairement pour priver l'ennemi de ressources. Le commerce est perturbé, affectant les marchés locaux et internationaux, ce qui conduit à une crise économique augmentant la pauvreté et la misère parmi les populations rurales. La guerre impose aussi des levées d'impôts considérables, accentuant le mécontentement et la lassitude des habitants qui aperçoivent de plus en plus la guerre comme une calamité sans fin. Malgré cela, le sentiment d'appartenance nationale commence à se former, au travers d'un antagonisme croissant entre Français et Anglais. Dans ses premiers engagements, plusieurs figures émergent, incarnant la complexité du conflit. Le jeune duc de Normandie, futur roi Jean le Bon, se distingue par son charisme et son courage sur le champ de bataille, bien que ses décisions stratégiques soient parfois controversées. De l'autre côté, Édouard d'Angleterre, surnommé plus tard le roi Édouard le Prince Noir par sa bravoure au combat, se forge une réputation redoutable. Ces personnages deviennent rapidement des symboles des aspirations et des rivalités des deux royaumes, leur destin lié aux victoires et aux défaites qui façonnent l'issue de la guerre. Leurs actions auront des répercussions profondes sur la suite du conflit. Les premières années de la guerre de 100 ans montrent aussi l'impact du conflit sur la population civile, où les femmes, les enfants et les vieillards doivent prendre en charge les exploitations agricoles en l'absence de leur mari parti au front. Cela modifie les structures sociales traditionnelles, engendrant une redéfinition des rôles familiaux et communautaires dans ces temps troublés. L'angoisse liée aux razzias et à la violence permanente contribue à une atmosphère lourde et pesante,
qui accélère les migrations internes vers des zones supposées plus sûres. Cette période marque le début d'une longue série de difficultés sociales engendrées par la guerre. Au fil des campagnes, la dimension morale du conflit émerge, avec la diffusion progressive d'idéologies justifiant les prétentions dynastiques et les luttes armées. La papauté et l'Église jouent un rôle ambivalent, oscillant entre appel à la paix et soutien diplomatique ou moral aux différentes parties. Cette dimension spirituelle influence la perception du conflit par les contemporains et renforce la détermination des combattants, considérant leur cause comme juste. La mobilisation de la foi devient un élément incontournable dans le prolongement des hostilités, participant à l'intensification de la guerre. Les conséquences politiques des premières batailles sont également majeures. Elles affaiblissent la position du roi de France dans certaines provinces comme la Guyenne ou la Flandre, où les élites locales hésitent entre fidélité au roi et opportunisme à l'égard des Anglais. Cette fragmentation politique complique la gestion du royaume et incite à des négociations complexes, voire à des trahisons fréquentes qui prolongent le conflit au-delà des simples affrontements militaires. Les déchirements internes ajoutent qu'une dimension supplémentaire à cette guerre déjà longue et violente, qui dépasse largement le cadre purement territorial. Plusieurs traités sont tentés au cours de cette période pour mettre fin aux hostilités, mais ils échouent sous le poids des revendications contradictoires des deux souverains. Ces échecs nourrissent la défiance mutuelle durable et accentuent la brutalité des combats dans les décennies suivantes. Ainsi, les premières campagnes de la guerre de 100 ans posent les bases d'un conflit complexe où guerre, diplomatie et politique s'entremêlent étroitement. Les populations, prises dans cette tourmente, vivent au rythme des succès et des revers, souvent aux mains de chefs militaires ambitieux et déterminés à imposer leur suprématie. Le contexte international de cette période joue également un rôle non négligeable dans le développement des hostilités. La rivalité entre la France et l'Angleterre se double d'intérêts économiques concurrents, notamment dans le contrôle des routes commerciales atlantiques et à travers les alliances avec d'autres puissances européennes. Ce jeu diplomatique tient en haleine les cours royales, qui cherchent à affaiblir l'adversaire non seulement par la guerre directe, mais aussi par le biais de traités et de mariages politiques qui parfois rapprochent, parfois éloignent les belligérants. La guerre de 100 ans est ainsi un exemple précoce d'un conflit aux dimensions multiples. Au terme de cette période initiale, l'idée de guerre perpétuelle commence à s'installer dans les esprits. Ce conflit, bien que débuté comme une succession disputée, prend peu à peu la forme d'une lutte identitaire et dynastique, alimentée par des années de combats meurtriers. L'observation attentive de ses débuts montre la complexité des facteurs militaires, économiques, sociaux et politiques qui rendent difficile toute résolution rapide. Ces premières années définissent également la nature fluctuante des alliances et des fronts, une caractéristique qui sera maintenue tout au long de la guerre de 100 ans. À mesure que les opérations militaires avancent, les deux royaumes doivent constamment repenser leur stratégie. La France, malgré des défaites initiales, bénéficie d'une capacité de mobilisation sans précédent, mobilisant des contingents variés issus de différentes régions, ce qui lui permet de contenir progressivement l'expansion anglaise. Le roi Philippe, confronté à des crises internes, cherche aussi à renforcer l'administration royale pour mieux soutenir la guerre. Cette consolidation politique sera un facteur essentiel dans les succès futurs. Les innovations militaires et technologiques ne cessent également d'évoluer. La guerre des sièges se développe intensément, avec des techniques telles que le trébuchet ou les premières utilisations d'artillerie naissante. Ces avancées modifient la nature même du combat en rendant les fortifications anciennes moins efficaces, contraignant les assiégés à adopter de nouvelles stratégies défensives. Cette évolution des méthodes de guerre accroît la violence des affrontements et complique encore davantage la captation des territoires disputés. La dimension culturelle et humaine de cette guerre se manifeste dans la littérature de l'époque, où les récits chevaleresques et les chroniques historiques
témoignent d'une époque troublée. Ces textes, souvent émanant de clercs ou d'observateurs proches des cours royales, permettent de mieux comprendre les mentalités et les valeurs qui sous-tendent le conflit. Ils illustrent également la dureté de la vie quotidienne, la peur constante des combats et la place accordée à l'honneur et à la loyauté dans une société médiévale en pleine mutation. Les premiers épisodes de la guerre de 100 ans révèlent finalement une lutte bien plus vaste qu'une simple bataille pour un trône. Ils marquent le début d'une transformation profonde des rapports entre royaumes européens, annonçant une nouvelle ère politique où la guerre, la diplomatie et la culture s'entrelacent pour façonner le destin des nations. Ce premier acte du conflit donne le ton d'une longue série d'événements et prépare les esprits à la suite des hostilités, où l'équilibre fragile entre destruction et reconstruction sera constamment remis en question. La suite de cette histoire invite à découvrir comment la guerre évoluera dans ses dimensions humaines et stratégiques. Les grandes batailles initiales. La guerre de 100 ans, longue série de conflits entre le royaume de France et celui d'Angleterre, débute par une période caractérisée par des affrontements décisifs qui marquent durablement l'histoire médiévale européenne. Parmi ces batailles initiales, la bataille de Crécy se distingue par son importance stratégique et ses conséquences profondes sur le déroulement du conflit. Au milieu du XIVe siècle, le roi Édouard III d'Angleterre revendique le trône français, ce qui provoque l'hostilité du roi Philippe le Bel. Cette revendication entraîne le déclenchement des hostilités en 1313. La lutte se concentre rapidement sur des guerres de siège, mais évolue vers des champs de bataille ouverts. Crécy, en 1336, devient l'une des premières confrontations majeures. La bataille de Crécy s'est déroulée dans la région de la Picardie, où les armées anglaises, plus petites en nombre mais mieux organisées, ont affronté les troupes françaises fortement supérieures. Le roi Édouard, conscient de la supériorité numérique de ses adversaires, exploite des tactiques innovantes. Il choisit un terrain défavorable pour l'infanterie et armée traditionnelle française, composée de collines et de bois, afin de forcer les Français à attaquer dans une formation désavantageuse. Les archers anglais jouent un rôle central dans la stratégie d'Édouard. Munis de leurs célèbres arcs longs, ils exploitent leur portée et leur rapidité de tir pour décimer les lignes françaises avant même que ces dernières n'atteignent la mêlée. Ce choix tactique révolutionnaire est rendu possible grâce à un entraînement rigoureux. Les archers sont positionnés derrière des palissades rudimentaires, ce qui leur offre une certaine protection contre la cavalerie adverse. Face à cette tactique, le roi Philippe VI conduit ses chevaliers et ses soldats en pleine confiance vers l'assaut frontal, suivant les traditions chevaleresques du moment. Cette détermination entraîne un désordre progressif dans les rangs français, amplifié par le terrain accidenté et les tirs incessants des archers. La noblesse française subit de lourdes pertes et le commandement devient moins coordonné. Les effets psychologiques de la bataille furent tout aussi importants que ses conséquences physiques. La défaite des Français à Crécy provoqua un choc profond au sein de leurs rangs, dévoilant les limites des forces traditionnelles face aux innovations militaires. Ce constat entraîna des réflexions ultérieures sur l'évolution des armées et des tactiques, illustrant un tournant dans l'art de la guerre médiévale. La rapidité et l'efficacité de la victoire anglaise à Crécy consolidèrent le prestige d'Édouard III. Cette victoire permit non seulement de renforcer la revendication anglaise sur le trône français, mais aussi de soulever l'enthousiasme de ses troupes et de ses alliés à travers l'Europe. La bataille fut également une démonstration claire du pouvoir des archers dans la guerre, influençant les engagements à venir. Cependant, cette victoire n'aboutit pas immédiatement à la chute de la France. Les hostilités continuèrent, ponctuées par plusieurs sièges et petites escarmouches. La guerre de 100 ans entra alors dans une phase de conflit plus localisée, mais d'une intensité croissante. Les deux camps s'adaptèrent progressivement aux leçons tirées des premières batailles, modifiant stratégie et équipement.
Il est essentiel de mentionner la bataille de Sluys en 1337 qui survint peu après, Crécy et permit aux Anglais de dominer les mers du Nord. Cette victoire en mer fut un complément vital au succès terrestre d'Édouard, assurant un meilleur contrôle des voies de communication et facilitant le ravitaillement des troupes anglaises en France. Par ailleurs, la prise de Calais en 1340 fut une étape cruciale dans le contrôle anglais du territoire français. Cette forteresse devint un lieu stratégique pour les campagnes militaires futures, servant de base logistique et d'avant-poste renforcé. La gestion de Calais permit d'assurer le maintien de la présence anglaise sur le continent à long terme. Les batailles initiales de la guerre de Cent Ans offrent donc un tableau riche de stratégie, d'innovation militaire et de conséquences politiques. Elles dévoilent la complexité de ce conflit qui ne peut être réduit à une simple rivalité dynastique. Les choix des commandants, les capacités d'adaptation des troupes et l'importance du terrain s'entrelacent pour former un récit fascinant. Dans ces premiers engagements, la question du rôle social des combattants apparaît également. La noblesse française tend à suivre des codes d'honneur rigides, ce qui parfois limite leur flexibilité tactique. En revanche, les forces anglaises misent davantage sur la discipline collective et l'efficacité des armes populaires comme l'arc long, révélant un changement profond dans l'organisation des armées médiévales. Le contexte politique européen joue aussi un rôle dans le déroulement des batailles. Des alliances, souvent changeantes, influencent les ressources disponibles et les renforts envoyés. Par exemple, certains seigneurs bretons ou flamands prennent part au conflit selon des intérêts locaux, complexifiant le paysage militaire. Ces alliances contribuent à maintenir le conflit au-delà d'un simple affrontement entre Paris et Londres. L'évolution des techniques de siège accompagne également les batailles ouvertes. L'usage des engins de siège, tels que les trébuchets et la mise en œuvre de fortifications permanentes, modifie les stratégies à adopter lors des offensives. Cette adaptation montre que la guerre médiévale est un ensemble d'éléments interdépendants. Chaque succès ou échec étant conditionné par une multiplicité de facteurs. Il faut enfin souligner que l'après-bataille ne se limite pas à la seule conclusion du combat. Les armées doivent gérer la douleur des pertes humaines, soigner les blessés et maintenir le moral des troupes. La logistique devient un défi permanent, notamment dans des territoires souvent hostiles ou sous contrôle partiel. Ces aspects influencent directement la capacité à poursuivre la guerre de manière durable. Ainsi, les grandes confrontations initiales de la guerre de Cent Ans s'inscrivent dans un contexte riche et mouvant où tactique, politique, société et logistique interagissent étroitement. Elles posent les bases d'un affrontement qui, bien que marqué par des victoires éclatantes, ne connaît ni résolution rapide, ni paix définitive. Ce cadre offre une compréhension approfondie du conflit et invite à poursuivre l'exploration vers ses phases suivantes. L'impact social et économique. Au cours de la longue période du conflit qui dura plus d'un siècle, les conséquences sociales et économiques façonnèrent profondément la vie dans les royaumes d'Angleterre et de France. Cette guerre ne fut pas seulement une succession de batailles, mais aussi un vecteur de transformation sociale qui influença les structures économiques et les relations entre les différentes classes de la société médiévale. L'impact de ces changements dicta les conditions d'existence de nombreuses populations sur plusieurs générations. La société médiévale, marquée auparavant par une hiérarchie rigide, vit ses codes bouleversés par les nécessités imposées par la guerre. Les paysans, confrontés à la mobilisation constante des forces, subirent un allègement progressif de leurs conditions serviles. L'absence prolongée des seigneurs sur leurs terres laissa place à une autonomie relative des communautés rurales. Ce phénomène permit à certains paysans d'accroître leur indépendance économique, favorisant une mobilité sociale jusque-là limitée. Cependant, cette mobilité ne fut pas uniforme sur tout le territoire. Dans les régions continuellement ravagées par les campagnes militaires, les populations connurent une détérioration des conditions de vie
accentuées par la destruction des récoltes et des infrastructures. La répartition des richesses se fit encore plus inégale, car les élites cherchaient à préserver leurs privilèges par tous les moyens, souvent au détriment des classes laborieuses. Le système féodal vacilla sous le poids des exigences imposées par la guerre, provoquant une remise en question des rapports traditionnels de pouvoir. Sur le plan économique, la guerre imposa un lourd tribut. Les dépenses militaires considérables, combinées aux perturbations du commerce, entraînèrent des crises récurrentes. Les marchés, autrefois florissants, subissaient des fluctuations liées aux contrôles territoriaux changeants et à l'insécurité des routes commerçantes. La fiscalité augmenta pour financer les efforts de guerre, pesant lourdement sur les paysans et les artisans qui constituaient la majeure partie de la population active. Cette pression économique obligea de nombreuses familles à modifier leur organisation quotidienne et à rechercher des activités alternatives pour assurer leur survie. Le rôle des villes évolua également. Centres de commerce et d'échange, elles attirèrent des populations déplacées par les conflits. L'afflux de réfugiés contribua au développement urbain, tout en générant de nouvelles tensions sociales liées à la rareté des ressources disponibles. Certains marchands et bourgeois profitèrent de cette situation pour renforcer leur influence, utilisant la guerre comme levier pour accroître leur pouvoir économique et politique. Parallèlement, les artisans virent leur travail fluctuer selon les besoins militaires. Certains secteurs, comme la fabrication d'armes et d'armures, connaissant un essor notable. Les relations sociales au sein des communautés connurent des mutations profondes. La guerre accentua l'importance des alliances et des réseaux personnels, tandis que les solidarités traditionnelles étaient parfois mises à rude épreuve. L'apparition de mercenaires et de compagnies militaires privées introduisit de nouvelles dynamiques dans le tissu social, exacerbant les tensions entre populations locales et soldats hommes professionnels. Par ailleurs, la fréquence des trêves et accords temporaires permit l'émergence d'un espace de dialogue et de négociation entre belligérants, qui infléchit progressivement les rapports de force et la diplomatie d'époque. Du côté des seigneurs et chevaliers, la guerre modifia leur rôle et leur statut. Le prestige lié à la noblesse demeura important, mais la capacité à mobiliser des ressources et à maintenir des troupes s'imposa comme un nouveau critère de pouvoir. Certains aristocrates s'illustrèrent par leur habileté politique et militaire, améliorant leur position, tandis que d'autres virent leur influence diminuer, victimes des aléas du conflit et des mutations sociales. L'évolution des techniques militaires, notamment l'usage accru de l'arc long et des armes à feu primitives, contraignit ces élites à repenser leur art de la guerre et leur mode de vie. Dans les campagnes, la guerre transforma profondément les relations entre les paysans et leurs seigneurs. L'absence prolongée de l'autorité seigneuriale incita les communautés à s'organiser de manière autonome pour gérer les terres et protéger leurs ressources. Des formes nouvelles de contrats agricoles firent leur apparition, souvent plus avantageuses pour les exploitants. Ce processus participa à la fin progressive du servage dans certaines régions, préparant le terrain à des mutations sociales majeures dans les décennies suivantes. La guerre affecta aussi le quotidien des femmes, souvent oubliées dans les récits militaires. Elles durent assumer des responsabilités croissantes dans la gestion des domaines laissés par les hommes partis au combat. Leur rôle s'étendit à des fonctions économiques et sociales variées, allant de la production agricole à la tenue des commerces. Ce changement contribua à configurer les représentations traditionnelles du genre, donnant naissance à des figures féminines plus autonomes et parfois influentes dans les sphères locales. L'impact psychologique du conflit sur les populations ne saurait être sous-estimé. Les longues années de violence et d'incertitude laissèrent des traces durables, alimentant des sentiments d'insécurité et de méfiance. La mémoire collective s'enrichit d'histoires et de récits qui traduisirent les espoirs et les angoisses de ces temps troublés. Ces témoignages, transmis oralement ou par écrit, participèrent à façonner l'identité des communautés et leur conception du monde après la guerre. Les transformations économiques,
allant de la modification des structures agraires à la diversification des activités artisanales, permirent un certain renouveau malgré les ravages. Le commerce international reprit progressivement, renforcé par des accords diplomatiques successifs et par la stabilisation relative des frontières. Le rôle des monnaies évolua également, avec une circulation plus large des pièces et une sophistication accrue des systèmes bancaires émergents. Ces innovations économiques jetèrent les bases du passage vers des économies plus modernes. Dans les dernières décennies du conflit, l'émergence de nouveaux pouvoirs locaux, parfois issus des rangs de la bourgeoisie, bouleversa les équilibres traditionnels. Ces acteurs profitèrent de la recomposition politique pour imposer des règles nouvelles, s'assurant souvent l'appui des populations urbaines. Le pouvoir royal lui-même chercha à renforcer son autorité en centralisant les décisions administratives, affaiblissant ainsi l'emprise des seigneurs particuliers. Cette tension entre autonomie locale et centralisation marqua le paysage politique postérieur à la guerre. La question religieuse joua aussi un rôle dans ces transformations. L'Église, institution majeure de la société médiévale, vit son influence parfois contestée en raison des difficultés matérielles et des besoins de secours qu'elle devait affronter. Les crises sociales engendrées par la guerre renforcèrent la place des confréries et des communautés pieuses, souvent chargées d'assurer assistance et soutien dans les périodes de crise. Par ailleurs, la guerre fit surgir des réflexions nouvelles sur la justice, la paix et la responsabilité, qui nourrirent les débats intellectuels et théologiques de l'époque. L'impact démographique fut également considérable. Les pertes humaines, directement liées au combat, mais aussi aux famines et aux épidémies aggravées par les ravages de la guerre, réduisirent notablement la population dans plusieurs zones. Cette diminution intervint comme un facteur de transformation économique, car elle modifia l'offre et la demande de travail, contribuant à la montée des salaires et à une nouvelle organisation des relations sociales. Les migrations internes, causées par les déplacements forcés, accélérèrent la recomposition des territoires. La guerre provoqua enfin une profonde réévaluation des notions de loyauté et d'appartenance. Les alliances fluctuantes, les trahisons occasionnelles et les intérêts divergents montrèrent la complexité des affiliations dans un contexte de conflit long. Les identités nationales, encore balbutiantes, commencèrent à s'affirmer avec davantage de clarté, posant les bases d'un sentiment collectif moderne. Ce processus fut lent et souvent conflictuel, mais il signa une étape importante dans l'histoire politique européenne. Ainsi, le siècle de guerre laissa en héritage une société transformée, aux structures renouvelées, mais aussi aux défis persistants. La coexistence entre continuité médiévale et innovation naissante dessina un paysage complexe, fruit des adaptations successives des individus et des communautés au tumulte du temps. Cette période marqua une transition cruciale vers un monde en pleine mutation, dont les traces se ressentirent longtemps après la fin des hostilités. Ce panorama invite à considérer les profondes interactions entre guerre, économie et société, ouvrant la voie aux réflexions suivantes. Le rôle de la chevalerie et des soldats. Le statut des combattants durant le conflit entre la France et l'Angleterre, qui s'étira sur une période d'1 siècle, reflète la complexité sociale et militaire de cette époque. Les soldats engagés dans cette longue guerre provenaient de milieux très divers, allant de la noblesse chevaleresque aux simples mercenaires. La chevalerie représentait l'élite militaire, incarnant un code d'honneur strict et un savoir-faire martial transmis de génération en génération. Ces guerriers étaient souvent issus de familles nobles, leur éducation incluant l'équitation, le maniement des armes et la stratégie militaire, faisant d'eux des acteurs principaux sur les champs de bataille. Les motivations des chevaliers étaient multiples. Certaines d'entre elles étaient prises dans une logique de défense du territoire et de la foi, rôle souvent souligné par l'Église qui légitimait leurs actions en les associant à un combat juste. D'autres cherchèrent à la gloire personnelle, désireux de laisser une empreinte durable dans les annales de l'histoire.
il y avait aussi une dimension économique, puisque la guerre permettait de saisir des terres ou des rentes. La chevalerie, malgré son prestige, subissait des contraintes financières importantes. Maintenir une armure complète, des chevaux bien entraînés et une équipe d'écuyers mobilisaient des ressources considérables. En parallèle, les armées se composèrent aussi de troupes moins nobles. Les piétons, archers et hommes de pays formèrent la masse principale des combattants. Il s'agissait souvent de paysans ou d'artisans recrutés par seigneurs ou rois, parfois sous contrainte. Leurs conditions étaient différentes de celles des chevaliers. Ils vivaient des conditions rudes. Leur équipement était sommaire et leur rôle dans les batailles, bien que moins glorifié, était fondamental. Les archers anglais, par exemple, devinrent rapidement des éléments clés, leur maîtrise du tir à l'arc long infligeant des pertes sévères aux rangs ennemis. Les conditions de vie, tant pour les chevaliers que pour les soldats, ordinaires étaient difficiles. Les campagnes militaires duraient souvent plusieurs mois, et le froid, la faim, les maladies tenaient aussi un rôle dans l'issue des conflits. Les cantonnements étaient sommaires et le ravitaillement souvent aléatoire. L'état d'esprit était marqué par une forme de fatalité. La lenteur des déplacements, les longues attentes entre les affrontements et la peur permanente préparaient les combattants à une existence instable et dure. La chevalerie, cependant, conservait une forme d'honneur dans ces circonstances. Les tournois, organisés hors des périodes de combat, servaient de moments de détente et d'entraînement. Ils permettaient aux chevaliers de démontrer leur adresse et leur courage dans un cadre moins meurtrier, renforçant leur prestige social. Des figures emblématiques de cette époque, comme Bertrand du Guesclin, illustrent cette dualité entre guerriers valeureux sur le champ de bataille et leaders respectés par ses hommes. Par ailleurs, l'évolution tactique ne tarda pas à influencer le profil des combattants. La guerre, initialement dominée par la charge chevaleresque, vit l'introduction progressive de nouvelles armes et stratégies. La poudre à canon fit son apparition, transformant la nature même des combats. Les fortifications furent adaptées pour résister aux bombardements et les formations d'infanterie gagnèrent en importance. Cette transformation modifia la place de la chevalerie, parfois mise en difficulté face à des troupes plus nombreuses et mieux équipées. Pour saisir l'importance des motivations individuelles, il faut aussi considérer le contexte géopolitique. Les alliances changeantes, les conflits de succession et les rivalités territoriales chapeautaient la mobilisation de vastes groupes de combattants. Chaque soldat ou chevalier s'inscrivait dans ce cadre où patriotisme, intérêt personnel et obligations féodales se mêlèrent. L'expérience de la guerre nourrissait aussi les récits populaires et les chroniques écrites, forgeant une mémoire collective parfois idéalisée. Le quotidien du soldat n'était pas seulement rythmé par la bataille. La vie dans les camps imposait des règles strictes, de nombreuses corvées et une discipline souvent sévère. Les mutineries, bien que rares, témoignaient des tensions et des souffrances enfouies parmi les troupes. L'organisation militaire évoluait sous l'effet de ces contraintes, encouragée par des officiers capables, souvent issus de la noble chevalerie, qui tentait de garder cohésion et efficacité. En ce sens, le rôle de la chevalerie ne se limitait pas au seul combat. Ces combattants incarnèrent aussi une idéologie, un modèle social qui influença profondément la société médiévale. Leur rôle dans l'ordonnancement des campagnes, dans la gestion des chevaliers subordonnés et dans les relations avec la population civile fut capital. Ils participaient à la maintenance d'un ordre social structuré autour de la hiérarchie et de la loyauté personnelle entre seigneurs et vassaux. Les soldats ordinaires, quant à eux, jouèrent un rôle essentiel dans la pérennité des opérations militaires. Leur endurance dans les marches, leur capacité à manœuvrer en masse et leur force collective compensèrent souvent le manque d'équipement individuel face à des adversaires mieux armés. Cette armée de terre, parfois méprisée par la noblesse, permit néanmoins d'assurer la présence militaire sur le terrain et la continuité des campagnes. L'attention portée aux conditions sanitaires
révèle aussi un aspect crucial. Les blessures souvent graves n'étaient pas toujours correctement soignées et les épidémies se déclaraient fréquemment dans les camps. Le manque d'hygiène et les conditions de vie insalubres généraient une mortalité importante secondaire au combat. Ceci contribuait à creuser l'écart entre la perception glorieuse de la guerre et sa réalité brutale. Les récits historiques évoquent des figures marquantes qui, par leur leadership ou leur bravoure, marquèrent durablement cette époque. La légende de Jeanne d'Arc, par exemple, restaure l'image d'un combattant hors norme engagé dans cette confrontation séculaire. Son ascension, sa détermination et son charisme permirent de galvaniser les troupes françaises alors affaiblies, montrant que le rôle des individus pouvait transcender leurs conditions initiales. Enfin, la fin de cette longue période fut marquée par une exhaustion des forces traditionnelles. La chevalerie perdit progressivement de son importance face aux armées nationales structurées et aux nouvelles technologies. Cependant, le souvenir de ces combattants, leur code de conduite et leur place dans les récits demeurent comme un témoignage de l'évolution militaire et sociale qui transforma profondément l'Europe médiévale. Ainsi, en comprenant le rôle de la chevalerie et des soldats à travers cette période, on perçoit mieux la complexité des forces en présence, la diversité des motivations et l'impact durable laissé sur l'histoire militaire. Cette analyse permet de contextualiser la nature même du conflit et ouvre la voie à l'examen des grands affrontements ainsi que des stratégies employées, sujet que nous explorerons dans la suite de cette histoire. L'évolution des tactiques et des armes. Au cours de la longue période qu'a duré la guerre de 100 ans, les techniques et les armes ont connu une évolution profonde et décisive, remodelant le visage des batailles et influençant durablement les méthodes militaires en Europe. Cette transformation n'a pas été instantanée, mais s'est construite au fil des décennies, à mesure que les belligérants cherchaient des solutions pour surmonter les impasses et remporter la victoire. Dès le commencement du conflit, les chevaliers lourdement armés dominaient le champ de bataille, incarnant les valeurs médiévales et l'art de la guerre, tels qu'ils s'étaient pratiqués jusque-là. Cependant, l'efficacité traditionnelle de la cavalerie finissait par décliner face à des troupes mieux organisées et des innovations tactiques venues modifier la dynamique au combat. Une des premières innovations majeures fut l'introduction accrue de l'arc long anglais, rendant les archers incontournables dans la défense comme dans l'attaque. Cette arme, capable de porter loin et de percer les armures, bouleversa les stratégies en permettant aux archers d'infliger des pertes significatives aux forces lourdes sans entrer dans un corps à corps risqué. L'arc long exigeait un entraînement rigoureux et les archers anglais étaient ainsi des soldats expérimentés qui jouaient un rôle crucial. Par exemple, lors de la bataille d'Azincourt, leurs tirs rapides et précis furent un facteur décisif contre la chevalerie française. Parallèlement, la montée en puissance des piquiers commença à changer la donne. Ces fantassins équipés de longues piques défendaient efficacement contre la charge des cavaliers, conjuguant force collective et discipline. Leur déploiement structuré au sein des formations introduisait une nouvelle dimension tactique, plus orientée vers la défense organisée que vers la charge traditionnelle. L'importance des fantassins s'accrut tout au long des décennies, leur permettant d'occuper une place centrale dans les batailles, parfois au détriment de la cavalerie. La nature même des combats évoluait ainsi vers un équilibre plus subtil entre force mobile et unité statique. L'artillerie naissante fit aussi une entrée remarquée durant ce conflit. Les premières pièces d'artillerie à poudre, lourdes et peu mobiles, commencèrent à équiper les armées vers la fin du XIVe siècle, marquant le début d'une révolution dans la guerre des sièges. Ces canons primitifs permettaient de réduire les imposantes fortifications médiévales, jusque-là un obstacle majeur aux conquêtes. Leur utilisation fut lente à se généraliser, car leur maniement et leur transport étaient encore très compliqués, mais leur potentiel destructeur était colossal. De fait, la capacité à mettre en œuvre cette nouvelle technologie devint un atout stratégique important, obligeant les ingénieurs militaires
à concevoir des remparts adaptés et incitant à repenser l'architecture défensive. L'arrivée progressive de la poudre transforma également l'équipement individuel des soldats. Les armures, autrefois lourdes et complètes, commencèrent à évoluer vers des modèles plus légers pour compenser la réduction de leur efficacité face aux projectiles. Les combats devinrent plus tactiques, intégrant désormais des combinaisons de tir à distance et de mouvements coordonnés. Par ailleurs, de nouvelles armes de mêlée émergèrent, comme les hallebardes, combinant la portée d'une lance avec la puissance de frappe d'une hache, parfaite pour contrer les cavaliers dans les combats rapprochés. Ces armes polyvalentes firent des fantassins une force redoutable sur le champ de bataille. En marge des innovations matérielles, les tactiques militaires adoptèrent un caractère plus rationnel et systématique. Les chefs de guerre, comme Édouard III ou dès le plus secret de la maison royale française, développèrent une compréhension plus fine de la logistique et de la gestion des troupes. L'organisation des armées, leurs déplacements, l'approvisionnement en vivres et en équipements furent désormais considérés comme des éléments cruciaux pour assurer la victoire. Les mouvements stratégiques gagnèrent en sophistication, en tenant compte des terrains, des saisons et même des habitudes culturelles des forces adverses. Les trêves intermittentes et les périodes de paix relatives offrirent aussi aux armées le temps de perfectionner les techniques et d'expérimenter les nouvelles armes. Les entraînements devinrent plus fréquents et structurés, permettant aux soldats de maîtriser des formations complexes et d'utiliser au mieux les innovations apportées par les progrès technologiques. Ces évolutions marquèrent une transition progressive de la guerre médiévale vers un conflit plus moderne, intégrant connaissances scientifiques et organisation rigoureuse. On ne peut évoquer cette évolution sans mentionner le rôle des ingénieurs et des artisans qui, dans l'ombre des champs de bataille, firent progresser les technologies de guerre. L'amélioration des fontes, la création de mécanismes pour accélérer le rechargement de l'artillerie et la production en série d'armes blanches témoignent d'une culture militaire s'appuyant sur l'innovation technique. Ces talents furent souvent des hommes de génie, capables de conjuguer savoir-faire mécanique et sens stratégique, ce qui leur valut une reconnaissance certaine auprès des commandements. Il est aussi intéressant de noter que cette période vit naître une forme précoce de guerre psychologique, où la démonstration de puissance à travers la construction de forteresses impressionnantes ou la mise en place de feux de broussailles sur les champs adverses visait à déstabiliser l'ennemi. Ces tactiques, apparemment secondaires, jouaient un rôle important dans l'usure des troupes et dans la dynamique des sièges. La guerre s'enrichit alors d'un panel de mesures moins directes, mais tout aussi efficaces pour contrôler le terrain. Enfin, la coordination entre différentes armes et corps de troupes fut une des grandes avancées de la guerre de Cent Ans. Les chefs d'armée mirent au point des plans combinant tir d'archers, charge de cavalerie et rotation de piquiers, orchestrant la bataille comme une véritable symphonie stratégique. Cette approche multidimensionnelle, bien que rudimentaire selon nos standards modernes, représentait une avancée majeure pour l'époque et posa les bases des tactiques militaires futures. Au fil des années, cette mutation profonde des techniques et des armes transforma la nature même de la guerre, éloignant progressivement les conflits de leur forme médiévale pour entrer dans une ère nouvelle où la maîtrise des innovations déterminait la victoire ou la défaite. Avec ces éléments en tête, il devient possible de comprendre comment les guerres suivantes tirèrent profit des avancées introduites, façonnant durablement l'art militaire. Ce panorama nous conduit naturellement à explorer, dans le chapitre suivant, comment ces transformations ont influencé les grandes batailles décisives qui ont ponctué cette période tumultueuse, la paix de trêve et les périodes de repos. Durant le long conflit connu sous le nom de la guerre de Cent Ans, les périodes de trêve et les tentatives de paix jouèrent un rôle crucial dans le destin des royaumes de France et d'Angleterre, ainsi que dans la vie de leur peuple. Ces moments d'accalmie, bien que souvent temporaires, apportaient un répit nécessaire aux sociétés épuisées par des décennies de combats incessants, de déplacements de population
et de destruction matérielle. La complexité des relations entre les deux royaumes rendait toute paix durable difficile à atteindre, mais chaque tentative reflétait l'espoir d'une résolution pacifique. Au fil des décennies, plusieurs ententes furent conclues, parfois de manière fragile, entre les rois de France et d'Angleterre. Parmi les plus notables se distingue la trêve de 22 ans, signée en 1374, qui permit une pause notable dans les hostilités, et la trêve d'Arras en 1390, qui, bien que brève, fit entendre un souffle de calme dans une période par ailleurs tumultueuse. Ces accords ne furent jamais de simples cessations des combats, mais plutôt des négociations politiques délicates, où chaque camp tentait de renforcer sa position en vue d'un futur retour à la guerre ou d'une paix plus solide. L'impact de ces pauses sur la population fut multiple. D'abord, elles permirent aux campagnes de se relever des destructions, offrant un temps pour la reconstruction des habitations et des terres agricoles ravagées. Le commerce et l'artisanat retrouvèrent, au moins temporairement, un souffle de vitalité, ce qui soulagea les populations urbaines et rurales des famines et des difficultés économiques les accompagnant. Les habitants purent également bénéficier d'une trêve dans le paiement des impôts extraordinaires souvent imposés pour financer la guerre, apportant ainsi un soulagement financier aux familles déjà éprouvées. Cependant, les trêves n'étaient pas toujours respectées dans toutes les régions. Certaines bandes de routiers profitèrent des périodes de baisse d'activité militaire pour piller les villages et les abbayes, instaurant une insécurité constante malgré les accords officiels. Par ailleurs, ces pauses dans les combats étaient souvent en réalité des pauses dans les grandes batailles, tandis que des escarmouches et des raids continuaient à rythmer la vie quotidienne. La guerre sociale sous-jacente ne cessait donc jamais vraiment, accentuant parfois la détresse des populations civiles. Politiquement, ces périodes de paix relative virent l'évolution des stratégies royales. Le roi Charles V de France, par exemple, utilisa la trêve de 1374 pour renforcer l'administration du royaume, améliorer le système fiscal et consolider son influence auprès de la noblesse et du clergé. Il sut tirer parti de ces moments pour préparer des offensives futures mieux organisées, exploitant le calme apparent pour restructurer ses forces et affaiblir l'ennemi à long terme. En face, Édouard III d'Angleterre continua ses prétentions sur le trône de France, usant de la diplomatie autant que de la guerre pour maintenir ses ambitions. Les relations personnelles entre souverains jouèrent un rôle non négligeable dans ces tentatives de répit. Les mariages princiers étaient souvent employés comme outil diplomatique visant à sceller des accords pacifiques formant des alliances temporaires. Par exemple, le mariage de Jean II de France avec Bonne de Luxembourg ou le lien matrimonial entre Henri V d'Angleterre et Catherine de Valois cherchèrent à pacifier les tensions tout en redéfinissant les lignées royales et les légitimités. Ces unions, même si elles n'empêchaient pas la reprise des hostilités, créèrent des réseaux d'opposition et de soutien influençant la politique interne et extérieure des deux royaumes. Du point de vue religieux, l'Église joua également un rôle médiateur important. Les évêques, archevêques et représentants du pape participaient fréquemment aux négociations de paix, exhortant les belligérants à respecter les commandements chrétiens et à mettre fin aux souffrances causées par la guerre. Ces interventions ecclésiastiques renforçaient le poids moral des trêves et offraient parfois des bases pour de futures rencontres diplomatiques. Cependant, elles ne suffisaient pas toujours à calmer les passions et les intérêts territoriaux des rois et des barons impliqués. Les populations souffraient au quotidien des conséquences du conflit, même lors des périodes de répit. L'incertitude persistante sur la reprise des combats, la présence de soldats disséminés dans les campagnes pour maintenir la paix fragile, et la peur constante des nouvelles invasions rendaient la vie précaire. La disette et les maladies, aggravées par la guerre, ne disparaissaient pas durant ces trêves, et la renaissance économique restait fragile face aux caprices du climat
et aux dévastations passées. Chaque village, chaque ville portait encore les stigmates d'années de misère, marquées par la perte de nombreux hommes et la destruction des infrastructures. Paradoxalement, ces temps de calme forcé favorisèrent aussi le développement de la culture et de l'art. Les mécènes, souvent issus de la noblesse ou du haut clergé, soutenaient la création artistique, la construction d'édifices religieux et l'écriture de chroniques. Ces activités, bien que subordonnées aux impératifs militaires et politiques, constituèrent une fenêtre de paix permettant à la civilisation de continuer à progresser malgré la violence ambiante. Le rayonnement culturel de la France, qui culminera plus tard à la Renaissance, puise une part de ses racines dans ces moments d'accalmie. Certaines trêves mirent en lumière la complexité des intérêts locaux et des alliances fluctuantes. Des seigneurs puissants, indépendamment du roi, refusaient parfois de respecter les accords et poursuivaient leurs propres guerres privées ou raids, exposant ainsi la difficulté de contrôler un territoire aussi vaste et fragmenté. Ce morcellement politique, caractéristique du Moyen Âge, fragilisait les accords de paix et obligeait les souverains à négocier non seulement entre eux, mais aussi avec leurs barons et vassaux, complexifiant ainsi chaque tentative d'arrêt durable du conflit. En outre, le rôle des femmes prit une dimension particulière pendant ces périodes. Qu'elles soient reines, nobles ou simples habitantes, elles devaient gérer les domaines et les familles en l'absence prolongée des hommes partis au combat. Certaines, comme Jeanne d'Arc, transcenderont plus tard ce rôle traditionnel en prenant une part active et symbolique dans la guerre elle-même. Mais durant les trêves, leur gestion du quotidien et de la résistance locale permirent d'assurer la survie des communautés dans un contexte incertain. En résumé, les trêves et tentatives de paix au cours de la guerre de 100 ans ne furent jamais de simples moments sans guerre. Elles constituèrent des phases complexes de négociation, de réorganisation et de fragile coexistence entre ennemis. Leur effet sur les royaumes concernés et leurs habitants fut profond, révélant autant les aspirations à la paix que les difficultés structurelles à l'atteindre. Ces pauses, bien que temporaires, façonnèrent l'histoire des deux nations et préparèrent les terrains, tant politiques qu'économiques et sociaux, aux événements dramatiques à venir. Ce tableau des trêves s'inscrit dans une suite de chapitres qui explorent l'évolution progressive de cette guerre tentaculaire. L'évolution des mentalités, des stratégies et des contextes internationaux au fil des ans modifia profondément la nature du conflit. Ainsi, nous allons bientôt examiner comment les grandes batailles et les figures emblématiques influencèrent le cours de cette lutte sans fin et comment elles redéfinirent le futur des royaumes de France et d'Angleterre. Jeanne d'Arc est le tournant de la guerre. Jeanne d'Arc émerge dans une période tumultueuse où le royaume de France traverse des moments sombres. La guerre centenaire déchire les terres depuis plusieurs décennies, marquant la lutte acharnée entre la France et l'Angleterre pour le contrôle du trône français. C'est dans ce contexte d'incertitude que Jeanne, une jeune fille originaire de Domrémy, une modeste commune de Lorraine, se distingue par une foi inébranlable et une conviction profonde que son destin est lié au salut de son pays. Au commencement de son récit, Jeanne entend des voix qu'elle interprète comme celles de saints. Leur appel la pousse à se lever contre les forces occupantes anglaises. Malgré son jeune âge, un plus de 16 ans, et son origine paysanne, elle parvient à attirer l'attention des autorités françaises, persuadée qu'elle peut être un symbole d'espoir pour la nation meurtrie. Son initiative audacieuse s'inscrit dans une stratégie plus large visant à rallier les troupes et à raviver le moral des combattants français. L'intervention de Jeanne d'Arc joue un rôle crucial à plusieurs niveaux. Elle convainc le dauphin Charles, héritier présomptif du trône, de se rendre à Reims pour y recevoir son couronnement, un rite essentiel qui marque la reconnaissance légitime d'un souverain en France. Ce geste politique renforce la légitimité du dauphin face à ses rivaux et insuffle une dynamique nouvelle aux forces françaises.
Jeanne accompagne également les armées dans plusieurs batailles, notamment celle d'Orléans, où son influence se fait sentir tant sur le plan stratégique que symbolique. À Orléans, ville assiégée par les Anglais depuis plus de 6 mois, l'arrivée de Jeanne marque un tournant. Sous son impulsion, les Français réussissent à lever le siège, redonnant espoir et confiance aux troupes. Ce succès militaire est d'autant plus marquant qu'il intervient après une série de défaites lourdes pour le moral du royaume. Les récits contemporains soulignent sa posture décisive sur le champ de bataille, où sa présence galvanise ses soldats loin des combats eux-mêmes. Le personnage de Jeanne d'Arc se démarque non seulement par sa bravoure, mais aussi par son aspect symbolique. Elle incarne une renaissance possible du royaume français, une légitimation divine face à l'occupation étrangère. Cette dimension mystique et politique explique en partie l'importance accordée à son histoire, au-delà des seuls faits militaires. Jeanne devient rapidement un objet de fascination, suscitant aussi bien admiration que scepticisme parmi les différentes factions qui composent le royaume. Son parcours est toutefois empreint d'adversité. Capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais, elle est livrée à ses ennemis, puis jugée par un tribunal ecclésiastique. L'accusation centrale porte sur l'hérésie et le port illégal d'habits d'homme, élément exploité pour discréditer sa mission et son influence. Le procès, long et complexe, est un moment crucial dans l'épopée de Jeanne, révélant les tensions profondes entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel à cette époque. La condamnation de Jeanne d'Arc aboutit à une issue tragique. Elle est brûlée vive à Rouen en mai 1431. Cependant, sa mort ne met pas fin à son impact sur la guerre et le destin du royaume. L'héroïne devient une figure emblématique, galvanisant le patriotisme français et incarnant la résistance face à l'envahisseur. Par la suite, son procès est réexaminé et elle est réhabilitée, faisant désormais partie intégrante de la mémoire collective nationale. Le rôle de Jeanne dans la guerre centenaire dépasse donc la simple contribution militaire. Elle incarne un élan d'unité et de résistance à un moment où la France vacille. Sa narration illustre parfaitement comment une figure individuelle peut influer sur le cours de l'histoire par la force de ses convictions et de son engagement. Cet épisode reflète aussi les complexités du conflit franco-anglais, où la dimension politique est indissociable de la dimension culturelle et religieuse. À travers cette période, le royaume retrouve peu à peu sa stabilité, portée par des victoires qui semblent directement liées à l'influence de Jeanne d'Arc. Le couronnement de Charles à Reims, moment essentiel, symbolise cette transition clé dans la reconquête territoriale et politique. Dès lors, les campagnes françaises reprennent de l'élan, marquant une dynamique nouvelle qui conduira, plusieurs décennies plus tard, à la fin définitive de la guerre. Ainsi, le passage de Jeanne d'Arc dans l'histoire demeure un épisode unique mêlant foi, politique et guerre. Sa légende continue également d'inspirer diverses représentations modernes, témoignant de l'importance durable de son rôle dans la conscience nationale française. Ce récit, tout en restant factuel, nous invite à comprendre la complexité d'une époque tourmentée par la guerre et les luttes de pouvoir, où la détermination d'un seul individu change le destin de toute une nation. Alors que nous tournons la page de cette période, le contexte s'ouvre désormais sur l'après-Jeanne, avec les conséquences militaires et politiques majeures qui suivent sa disparition. L'histoire de la guerre centenaire continue à se déployer, révélant d'autres protagonistes et enjeux qui façonneront le futur de la France. Les tensions demeurent, mais l'influence de Jeanne d'Arc restera un repère fondamental dans cette longue trajectoire de conflits et de renaissance. La fin progressive du conflit. Au fil des années, la guerre de 100 ans a semblé s'attarder sans cesser. Mais vers le milieu du XVe siècle, un changement notable marqua la dynamique de ce long conflit. L'armée anglaise, autrefois conquérante et puissante, commença à se fragiliser face à l'ascension progressive des forces françaises.
Ce renversement de situation fut le fruit de plusieurs campagnes militaires minutieusement orchestrées, où l'ingéniosité tactique et la détermination jouèrent un rôle crucial. En effet, les Français, sous la conduite de figures emblématiques telles que Charles VII, réussirent à regagner du terrain de manière constante. Ce roi, conscient de l'importance d'une armée bien organisée, mit en place une réforme du système militaire qui permit de mieux structurer ses troupes et d'améliorer leur entraînement. Cette adaptation a renforcé considérablement la capacité offensive française, tout en diminuant la dépendance aux chevaliers traditionnels, désormais remplacés par des soldats professionnels mieux équipés. Par ailleurs, la reconquête territoriale ne fut pas seulement militaire, elle fut aussi politique. Le souverain français sut exploiter habilement les dissensions internes au sein du royaume d'Angleterre pour affaiblir la motivation et les ressources de l'ennemi. Cette stratégie subtile permit de diviser et de ralentir les efforts de guerre anglais, concentrant ainsi les forces françaises sur une progression régulière vers la reconquête de leurs terres perdues. Les campagnes de reconquête menées dans les provinces du Sud principalement, comme en Guyenne et en Normandie, furent des exemples notables de cet élan victorieux. Les sièges de villes clés, menés avec patience et persévérance, permirent de restaurer l'autorité française sur des régions longtemps contestées. Les garnisons anglaises, isolées et souvent mal approvisionnées, succombaient les unes après les autres, dévoilant une faiblesse croissante dans la logistique ennemie. En parallèle, l'influence de Jeanne d'Arc, quoique éphémère, laissa un impact durable sur le moral des troupes françaises. Cette jeune femme, percée de vision, symbolisa la renaissance de l'esprit national et galvanisa l'armée. Son soutien fut une source d'inspiration pour nombre de soldats et citoyennes, ranimant l'espoir d'une fin gagnante à la guerre interminable. Sa capture et son procès tragique renforcèrent encore son aura, consolidant son rôle triomphant dans la mémoire collective. La tactique militaire évolua aussi avec l'intégration croissante de l'artillerie. Les bombardes, bien que rudimentaires selon nos critères modernes, commencèrent à jouer un rôle crucial dans le siège des forteresses et des villes fortifiées. Ces nouvelles armes permirent de briser les murailles jusque-là réputées imprenables, offrant un avantage technique notable aux forces françaises et modifiant les modalités du combat. De leur côté, les Anglais tentèrent de conjuguer résistance et alliance-substitution. Néanmoins, l'usure des années et le désintérêt progressif de la noblesse anglaise pour une guerre lointaine rendirent leur effort moins efficace. Le soutien populaire s'étiolait et la difficulté à maintenir des troupes régulières limita fortement les capacités offensives. Des conflits internes au royaume d'Angleterre, que l'on appelle plus tard les guerres des Deux Roses, détournèrent l'attention et drainèrent les ressources vitales. Cette conjoncture favorisa un repli précipité sur certaines possessions. La perte de villes, comme Bourges ou Châlons en Champagne, traduisit symboliquement la perte de contrôle anglais sur des parties de la France. Ces événements marquèrent un tournant décisif dans le rapport de force. Progressivement, le prestige des armes françaises grandit, tandis que les forces anglaises se replièrent et perdirent en intensité. Il est important d'observer que la reconquête des territoires ne fut pas seulement une succession de batailles. Les négociations et les traités jouèrent un rôle fondamental dans la redéfinition des frontières. Le roi Charles VII engagea des diplomates habiles qui surent tirer parti des situations pour gagner des concessions avantageuses, consolidant ainsi le succès militaire par la diplomatie. Cette période vit aussi l'émergence d'une nouvelle organisation administrative destinée à mieux gérer les territoires reconquis et à rétablir l'ordre. Cette stabilité administrative permit une récupération économique progressive, essentielle pour soutenir l'effort de guerre, mais aussi pour préparer la France à l'avenir. La population, épuisée par des décennies de lutte, commença à entrevoir une période de paix et de reconstruction. L'ensemble de ces facteurs, militaires, politiques et sociaux, concourut à affaiblir définitivement la position anglaise sur le continent. Sans ressources suffisantes, sans appui populaire
et confrontés à une France renaissante, les Anglais furent contraints de revoir leurs ambitions initiales. La guerre, qui avait semblé infinie, entra alors dans sa phase finale, où le temps joua en faveur des Français. Dès lors, un dialogue s'instaura progressivement entre les deux royaumes, conduisant à la signature de traités qui scellèrent à la fin de la présence anglaise sur la majeure partie du territoire français. Ce processus ne fut pas un effondrement brutal, mais une fin progressive dictée par la réalité du terrain et la volonté croissante des deux parties de tourner la page. Cette évolution redonna confiance au peuple français et au pouvoir royal, désormais plus solidement établi. Le bicentenaire de ce conflit, marqué aujourd'hui par de nombreuses études, montre combien ce long combat fut complexe, mêlant violence et politique, stratégie et diplomatie, inévitable catalyseur du destin européen. Il est clair que la guerre de 100 ans ne fut pas seulement un affrontement militaire, mais un tournant majeur de l'histoire de France, révélateur des mutations profondes d'une société en quête d'unité et de stabilité. Les derniers épisodes témoignent d'une capacité à s'adapter, à apprendre et à reconquérir un passé partagé, préparant ainsi le terrain pour une époque nouvelle. Poursuivant cette réflexion, il devient naturel d'aborder les conséquences de ce conflit sur la mémoire collective et sur l'évolution des structures politiques futures, éléments que nous examinerons dans le chapitre suivant. Les conséquences politiques et territoriales. Les conséquences politiques et territoriales de la longue confrontation connue sous le nom de la guerre de 100 ans ont profondément redessiné la carte de l'Europe occidentale et transformé durablement la nature des monarchies concernées. À la fin de ce conflit qui a duré près de 116 ans, l'avantage territorial ainsi que le prestige politique ont subi des fluctuations majeures qui ont influencé l'équilibre des puissances dans la région pendant des générations. Le Royaume de France, d'abord fortement menacé par les succès militaires des forces anglaises, a su retrouver une stabilité relative grâce à une série de victoires décisives et à un sens renouvelé de l'unité nationale. La reconquête progressive des territoires occupés par l'Angleterre, tels que la Guyenne et la Normandie, illustre la capacité des rois français à mobiliser leurs sujets autour d'une cause commune. Cette reconquête ne se fit pas sans grande difficulté, notamment dans les zones où la population locale avait été soumise à une administration anglaise pendant plusieurs décennies. Par ailleurs, cette période a vu l'émergence d'un sentiment patriotique plus prononcé qui a contribué à renforcer l'autorité monarchique en France. La figure emblématique de Jeanne d'Arc, bien que marquée par une fin tragique, incarne ce réveil national et le rôle des individus dans la transformation historique. De l'autre côté de la Manche, la position des monarques anglais se trouve considérablement affaiblie. La perte progressive de la majorité des possessions continentales réduit de manière significative la puissance territoriale de l'Angleterre, qui doit repenser ses objectifs politiques. L'Angleterre, désormais confinée en grande partie à ses îles, voit son attention se tourner davantage vers des développements internes et vers l'expansion outre-mer. Ce recentrage entraîne également des tensions sociales importantes, exacerbées par des conflits dynastiques et par la nécessité de financer des guerres coûteuses. Le traité de Castillon, souvent considéré comme marquant la fin effective des hostilités, attribue ainsi un rôle capital à la diplomatie dans la redéfinition des frontières. Les négociations qui ont suivi prennent en compte non seulement les gains territoriaux, mais aussi la reconnaissance formelle des souverainetés. Cette guerre a mis en lumière la fragilité des alliances traditionnelles et la nécessité d'adapter les stratégies politiques à des réalités changeantes. De nombreux seigneurs locaux, profitant des changements militaires, ont vu leur autonomie renforcée, ce qui modifie quelque peu l'équilibre centralisé des pouvoirs monarchiques. Au-delà des simples frontières, la guerre a aussi impacté profondément les structures administratives. En France, la nécessité de coordonner efficacement les efforts militaires a conduit à une centralisation accrue des pouvoirs autour du roi, affaiblissant ainsi certaines féodalités. L'établissement de corps administratifs plus efficaces,
notamment dans la collecte d'impôts et dans la gestion de la justice, a préparé le terrain pour un État moderne. La guerre a aussi favorisé le développement d'une bureaucratie professionnelle qui perdurera bien après la fin des conflits. Quant au pouvoir royal anglais, il subit un affaiblissement notoire, bien que la monarchie conserve un rôle central dans la vie politique. Les difficultés financières, accentuées par le coût des campagnes militaires, engendrent une dépendance accrue vis-à-vis du Parlement. Cette situation prépare le terrain pour des crises internes qui marqueront le pays dans les siècles suivants. La disparition des domaines français, qui constituaient une source importante de revenus, entraîne un réalignement des priorités économiques et politiques. Les conséquences sur la diplomatie européenne sont également significatives. Le repositionnement des royaumes français et anglais conduit à des ajustements dans les relations avec d'autres puissances, notamment le Saint-Empire romain germanique, la Castille et l'Écosse. Les alliances se transforment, les rivalités se déplacent et les monarchies adoptent des stratégies nouvelles pour maintenir leur influence. Ainsi, la guerre de 100 ans préfigure une époque où la politique européenne devient de plus en plus complexe et interconnectée. Sur un plan plus large, il est important de noter que ce conflit marque le déclin de la chevalerie comme force dominante sur le champ de bataille. Remplacée progressivement par des armées levées et mieux équipées, capables d'adopter des tactiques plus modernes. Cette évolution militaire profite aux monarchies centralisées qui contrôlent désormais de plus en plus étroitement la formation et le déploiement de leurs troupes, au détriment des nobles indépendantistes. Cette transformation contribue à renforcer l'État et à affirmer la souveraineté royale sur le territoire national. Par ailleurs, la guerre de 100 ans a laissé un héritage institutionnel durable. En France, le renforcement du rôle du Parlement de Paris dans l'examen des lois et des décisions royales participe à la construction progressive d'un État de droit. En Angleterre, le développement du Parlement comme organe de contrôle des finances royales établit une tradition politique qui influencera les relations entre le roi et ses sujets durant plusieurs siècles. Ces changements témoignent d'une évolution vers une gouvernance plus structurée, intégrant progressivement des formes de consultation politique. Enfin, la guerre a profondément impacté la perception du pouvoir monarchique dans les deux pays. En France, le retour à une monarchie forte, légitimée par la victoire et par la restauration de l'intégrité territoriale, inscrit le roi au centre de la nation. En Angleterre, en revanche, la crise engendrée par la perte des territoires continentaux et les tensions internes conduit à une remise en question partielle de l'autorité royale, ouvrant la voie à des luttes politiques intenses. Ces dynamiques complexes préparent le terrain aux évolutions politiques majeures du lendemain. En conclusion, la guerre de 100 ans a durablement modifié le paysage politique et territorial de la France et de l'Angleterre. Elle a redéfini les frontières, transformé le pouvoir monarchique et influencé la diplomatie européenne. La transition vers un État plus centralisé en France et la montée des tensions internes en Angleterre sont autant de conséquences qui ont façonné le destin de ces deux nations. Une fois ces changements bien assimilés, il est temps de considérer plus en détail les transformations sociales et économiques qui ont suivi ce long conflit, héritage historique de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, ce long conflit qui s'étendit sur une période exceptionnelle, a profondément marqué l'histoire de l'Europe, forgeant non seulement les contours des nations modernes, mais aussi la conscience collective des peuples concernés. Son héritage dépasse largement les batailles et les traités. Il incarne un tournant décisif dans la construction politique, sociale et culturelle. Comprendre son influence prolongée, c'est saisir comment les conflits d'antan continuent de résonner à travers les siècles, affectant nos identités contemporaines. Au fil des décennies, les dynamiques de pouvoir entre la France et l'Angleterre furent redéfinies. Les guerres féodales, outrées par des querelles de succession, laissèrent place à des ambitions nationales plus assertives. Cette évolution permit aux deux royaumes d'émerger de ce chaos
avec un sens renouvelé d'unité et d'organisation. Les rois tels que Charles V en France ou Édouard III en Angleterre incarnèrent ces nouvelles volontés d'État forts, qui allaient devancer les monarchies absolues ultérieures. Sur le plan militaire, les innovations techniques et stratégiques apparurent comme des réponses aux exigences du conflit prolongé. Les chevaliers, jadis maîtres incontestés du champ de bataille, virent leur rôle s'estomper devant l'ascension des archers anglais et l'usage accru de l'artillerie, symbole d'un changement incontournable. Cette transformation eut un impact durable sur la manière dont les guerres seraient menées dans les siècles à venir, redéfinissant les rapports de force au sein des armées. L'importance symbolique de figures comme Jeanne d'Arc ne saurait être sous-estimée. Son émergence depuis un milieu humble, son rôle crucial dans la levée du siège d'Orléans et la consécration de Charles VII devinrent un mythe fondateur pour la nation française. Elle incarna une résistance exemplaire et un souffle d'espoir, transformant la perception de ce conflit en une lutte pour la survie et la dignité, plutôt qu'en une simple querelle dynastique. Par ailleurs, la guerre suscita de profondes conséquences économiques et sociales. Les campagnes dévastées, les perturbations commerciales et les impôts lourds imposés aux populations ébranlèrent les structures traditionnelles. Cependant, ces difficultés encourageaient aussi l'évolution vers une société plus centralisée et administrée, modifiant durablement les rapports entre seigneurs et paysans et inaugurant des formes nouvelles de gouvernance. L'identité nationale qui se forma au terme de cette longue épreuve est également un élément clé de son héritage. La notion même de patrie, liée à une langue, des traditions et un passé partagé, prit corps durant cette période. En France comme en Angleterre, la guerre canalisa les énergies vers une définition plus claire de ce nous collectif, surpassant les allégeances féodales pour s'enraciner dans une communauté politique forte. On constate par ailleurs que la guerre de 100 ans est à l'origine d'une mémoire collective qui s'inscrit dans la culture populaire, la littérature et plus tard dans les récits historiques. Cette mémoire perpétue les enseignements du passé tout en alimentant les imaginaires nationaux. Le récit de cette lutte, ses victoires et ses défaites, se transmettent ainsi à travers les générations, forgées par un discours qui mêle faits et légendes. Enfin, les répercussions du conflit dépassent l'Europe occidentale car elles influencèrent indirectement les relations internationales et la diplomatie. Les traités conclus établissaient des frontières redessinées et imposaient des équilibres de pouvoir qui conditionneraient la politique continentale pour des siècles. Le rôle des alliances et des mariages royaux dans la consolidation de la paix illustre la complexité et la portée globale de ces dynamiques. Cet héritage pluriel, à la fois politique, militaire, social et symbolique, éclaire ainsi le chemin parcouru par les nations européennes vers la modernité. Il révèle non seulement la résilience des peuples face aux épreuves, mais également leur capacité à transformer les conflits en fondement d'une société renouvelée. Dès lors, la guerre de 100 ans apparaît comme un moment charnière, dont l'écho se prolonge au-delà du temps et nous invite à réfléchir à la manière dont l'histoire façonne notre présent. Il est intéressant aussi de considérer comment les figures emblématiques et les événements clés de cette guerre continuent d'inspirer les historiens, les artistes et le grand public. Leur interprétation évolue sans cesse, apportant un éclairage différent selon les époques, les contextes culturels et les idéologies. Cette dynamique vivante témoigne de la richesse et de la complexité du legs laissé par ce conflit majeur. Le récit de la guerre de 100 ans invite donc à une méditation profonde sur la construction des identités nationales, les transformations sociales et l'évolution des stratégies militaires. Il souligne l'importance de la mémoire collective dans la compréhension du passé et dans la formation des consciences. En fin de compte, cette histoire dépasse les simples faits pour devenir un miroir où se reflètent les aspirations, les peurs et les espérances des sociétés humaines. Au-delà des batailles et des traités, la guerre de 100 ans résonne comme une leçon éternelle sur les conséquences durables des conflits prolongés.
Elle nous rappelle que les transformations engendrées par la guerre, bien qu'elles soient souvent douloureuses, participent à la construction progressive d'un ordre politique et social. Ce processus complexe éclaire nos réflexions sur la paix et la stabilité dans le monde contemporain. Ainsi, en parcourant les méandres de ce conflit, il est possible d'apprécier la richesse de son héritage, qui contient des enseignements précieux sur la nature du pouvoir, des nations et de la mémoire. Cette histoire, tout en étant ancrée dans son temps, continue de dialoguer avec notre époque et d'inspirer un regard plus nuancé sur les défis auxquels l'humanité est confrontée. Tout en accueillant cette réflexion profonde, nous pouvons désormais envisager les développements ultérieurs qui découleront de cette période charnière. La transition vers les temps modernes, marquée par des bouleversements politiques et culturels, sera éclairée par les leçons tirées de la guerre de 100 ans. Passons ainsi à l'exploration des conséquences immédiates et des héritages directs laissés au siècle suivant.